Trahi par ses plus proches alliés, marqué comme un traître, il revient 20 ans plus tard, le plus puissant tueur de héros. Zell, l'une des 14 lances de l'Empire, protégeait le pays, mais tout dégénère quand l'empereur les envoie chercher une arme mortelle. Sur les 14 héros, 3 périssent en chemin, tandis que 7 fuient pour leur vie face aux ennemis les plus redoutables. Mais Zell et 3 de ses amis, loin d'être lâches, ont courageusement lutté contre ces chances impossibles, remportant même la bataille pour leur pays. Alors qu'ils revenaient à travers d'épaisses jungles, ils furent pris en embuscade par les 7 héros qui s'étaient enfuis. Zell et ses 3 amis épuisés furent vite dépassés. Les 7 héros massacrèrent les amis de Zell, le tailladant aussi à l'œil, mais il survit miraculeusement. Les 7 lances sont plus tard connus comme les 7 héros. Zell et ses amis sont appelés les 4 lances de la trahison, car les 7 héros annoncent qu'ils ont fui l'ennemi. 20 ans plus tard, la capitale est bien gardée par le monastère pour empêcher tout paysan de passer. Chaque jour, plusieurs personnes tentant d'entrer illégalement sont pendues et tuées publiquement. Ce jour-là ne fait pas exception, le moine en chef Raz pend 4 paysans avant d'ordonner leur mort. Bientôt, il entend du bruit derrière lui et découvre qu'un de ses gardes a trouvé une autre immigrante illégale, juste une petite fille. Raz, cependant, est l'ancêtre de Trump et n'a aucune sympathie pour les immigrants. Il ordonne sa mort aussi, mais heureusement, Zell apparaît derrière elle, affirmant qu'elle est sa sœur, et tente de partir avec elle. Raz n'est pas si facilement dupé et affirme que tous deux seront exécutés. Avant que Zell ne puisse agir, un grand homme aux cheveux bleus apparaît derrière eux, les saisit, se faisant passer pour un parent, s'excuse auprès de Raz et le corrompt avec des pièces d'or. Cette stratégie fonctionne, Raz les laisse partir, l'homme aux cheveux bleus leur dit qu'ils ne peuvent pas franchir les frontières si facilement sans préparation, il affirme avoir payé cher les passeurs et tout planifié minutieusement, alors ils doivent rester à l'écart et ne pas causer de problème. Il regarde la fille nommée Pipi et lui demande pourquoi diable elle n'entrera pas, tandis qu'elle répond tristement qu'il ne lui reste rien dans son village, tout y a été détruit. Soudain, Zell dresse l'oreille, entend des gens arriver, prend Pipi et la jette dans le ruisseau en contrebas avant de dire à l'homme aux cheveux bleus de préparer son arme. L'homme était confus, mais bientôt 13 gardes surgissent de derrière, les encerclant complètement, exigeant encore plus d'argent. Zell réalise que le monastère n'est qu'une façade, car seuls ceux qui donnent beaucoup d'argent sont autorisés à traverser la frontière. Bientôt, un des gardes décide d'attaquer, mais sans hésitation, Zell le fend en deux d'un seul coup de son épée. Cela choque vraiment l'homme aux cheveux bleus, car il ignore que Zell est un ancien héros, et il envoie d'autres gardes l'attaquer. Zell en fait rapidement son affaire, les tailladant tous sans effort. Une fois les gardes morts, il les jette tous dans le ruisseau en contrebas, tandis que l'homme aux cheveux bleus le regarde impressionné et lui demande son aide. Il se présente comme Weed et promet de les faire passer, lui et Pipi, à l'intérieur des frontières. Ce soir-là, tous 3 sont transportés par le ruisseau dans une petite barque qui les mène à une taverne louche. Zell commence à boire comme mon oncle alcoolique, mais bientôt Wyatt le dirige vers une pièce pour rencontrer la chef des passeurs, nommée Althea. Althea s'avère être une belle femme qui commence à poser des questions avant de dire à Zell que demain est la dernière chance de voir les 7 héros et d'obtenir leurs autographes, car ils partent réprimer une guerre civile aux frontières. Cela attire l'attention de Zell, car il ne désire rien de plus que se venger de ces tueurs au cœur froid. Mais avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, un homme entre et affirme que les moines sont dans la taverne avec des armes. Althea sort rapidement, tandis que Raz, le moine en chef, prétend avoir appris que cette taverne est un repère de passeurs. Althea le nie rapidement, mais Raz a amené un des nains qu'elle a aidé à entrer, qui la dénonce complètement pour sauver sa vie. Tout fut en vain, car les moines décident de pratiquer leur talent de baseball sur sa tête, le tuant immédiatement. Une bagarre générale éclate, les moines attaquent tout le monde tandis que Raz parvient à mettre la main sur Pipi et jure d'en faire un exemple. Weed tente de se frayer un chemin, mais avant que Raz ne puisse blesser Pipi. Zell arrive du balcon et tranche les cordes d'un bateau géant qui tombe sur les moines en tuant plusieurs et libérant Pipi par la même occasion. Zell se lève pour compter les moines restants tandis que Raz lui hurle que défier les moines équivaut à défier les 7 héros. Mais Zell n'est pas un fan des héros et affirme que c'est un bonus pour lui, tuant un autre moine d'un seul coup. Raz s'échappe rapidement et bientôt des sirènes retentissent dans la ville, ce qui signifie que la sécurité a été renforcée. Althea affirme qu'ils devront se faire discrets pendant quelques jours, mais Zell déclare qu'il entrera dans la capitale coûte que coûte, puisque les héros partiront demain. Althea est impressionnée par sa détermination et affirme qu'il existe une route secrète que le monastère ignore et qu'ils peuvent utiliser. Bientôt, ils courent à travers les tunnels sombres, tuant les petits gobelins qui les attaquent, puis débouchent dans une ouverture. À leur horreur, un gobelin géant émerge de l'obscurité et leur bloque le chemin. Althea commence à avoir des flashbacks, mais elle ne perd pas de temps et tente d'attaquer le monstre de front. Malheureusement, la peau du monstre est trop dure et son épée ne fait rien. Le gobelin saisit Zell dans son poing et le projette contre le mur.
Zell gît inconscient tandis qu'Althea panique, affirmant qu'ils vont tous mourir. Mais Wyatt n'abandonne pas, lance un anneau métallique à la tête du monstre, le repoussant avant d'utiliser l'anneau pour le faire trébucher. Alors que le monstre tombe à ce round, Wyatt cherche une issue, mais bientôt le gobelin géant se relève pour le deuxième round. Wade tire son anneau sur la tête du monstre une fois de plus, réussissant à fissurer la peau dure, mais cette fois, sa chance tourne. Le monstre attrape le cordon et le projette contre un mur, le faisant tomber au sol. Althea parvient à sauver la vie de Pippi, mais maintenant elle est coincée sans aucun moyen de s'échapper. Juste au moment où Wyatt pensait que tout était fini, il remarque une lumière vive au-dessus de lui, là où Zell gisait inconscient. En quelques secondes, Zell saute sur la tête du monstre avant de le fendre en deux d'un seul coup de son épée. Althea est choquée par la force du garçon, tandis que Zell dit à Wade de se lever car ils ont un truc à rattraper. Juste au moment où ils étaient sur le point de partir, Zell sent un danger et dit à tout le monde de reculer alors qu'une entaille magique évapore complètement le corps du monstre. Zell est choqué, mais trouve bientôt Raz sur la corniche au-dessus, avec un grand homme qui semble avoir une épée magique. Il réalise que la situation pourrait vite dégénérer et dit à Wade et aux autres de rester en arrière pendant que Raz explique que cet homme était aussi un passeur avant, mais maintenant il travaille pour eux. Le grand homme reprend alors son épée et Zell aperçoit une fée attachée à la poignée, hurlant de douleur qui crée ses attaques magiques. L'homme balance son épée, créant une entaille aérienne, mais Zell intercepte bravement l'attaque et la tranche en deux, surprenant Raz et son tueur à gages. Zell se met à pleurer comme une petite chose après ça, leur hurlant d'arrêter d'utiliser l'épée, ce qui trouble Wade et Althea. Mais les gens remarquent aussi que la fée semble souffrir énormément chaque fois que les attaques magiques sont utilisées. Raz rit de Zell et dit à l'homme de finir le travail, mais l'homme rengaine son épée, affirmant qu'il a été payé pour s'assurer qu'il ne puisse pas atteindre son navire. Et maintenant, ils sont trop en retard pour l'attraper, ce qui signifie que son travail est terminé. Raz le supplie immédiatement de rester et offre encore plus d'argent pour incapaciter complètement Zell. L'homme accepte et sort son épée une fois de plus, attaquant Zell de toutes ses forces, provoquant l'effondrement de la grotte. Zell tombe à un niveau inférieur de la grotte où il se relève blessé pour trouver Raz debout, qui affirme savoir que la race de Zell tire son énergie de la lune. Mais à ce niveau de la grotte, il ne peut plus voir la lune, ce qui signifie qu'il est fini. Immédiatement, un groupe de gardes surgit avec des armes et l'encercle complètement avant de l'attaquer ensemble. Zell reprend vite ses esprits et esquive les attaques sans effort avant de porter un coup d'épée à l'un des gardes qui parvient à peine à le bloquer. Zell siffle, impressionné, et réalise que ses gardes sont vraiment forts, tandis que les gardes sont effrayés par l'incroyable force de Zell. Raz leur dit d'attaquer à nouveau, mais cette fois Zell esquive rapidement et atterrit devant eux, forçant Raz à fuir. Raz le poursuit tandis que les gardes le suivent, mais avant qu'il ne puisse attaquer, Raz plante son épée dans le sol, provoquant l'embrasement de la zone environnante par un feu violet qui fond immédiatement tous les gardes en un amas de métal fondu et de corps brûlés. Raz est trop choqué pour parler et demande comment Zell connaissait un piège dont même lui ignorait l'existence. Mais Zell répond calmement qu'il a visité cet endroit de nombreuses fois par le passé. Il le jette à travers la porte suivante et entre, où il trouve un autre grand prêtre assis près d'une statue. Zell le contourne calmement et s'approche de la statue, tandis que le prêtre lui hurle de reculer, car même les 7 héros ne sont pas autorisés à venir ici. C'est le lieu de repos d'Erdnak, le serviteur des héros qui s'est sacrifié pour protéger la ville, en créant un cercle magique. Après que les 4 lances de la trahison aient trahi le royaume et aient été tués par les 7 héros. Zell rit de cela en commençant à parler doucement à la statue d'Erdnak, affirmant qu'un grand homme comme lui est aujourd'hui appelé un serviteur des héros. Il se souvient du moment juste avant que les 14 héros ne partent pour leur dernière expédition. Zell était allé avec Erdnak dans les grottes souterraines pour s'assurer que la ville était bien défendue, tandis que les 13 autres héros s'étaient avancés dans la forêt pour affronter l'ennemi. Des larmes coulent des yeux de Zell alors qu'il dit à la statue d'Erdnak que l'homme qu'il pensait être son meilleur ami riait le plus quand Zell et 3 de ses autres amis étaient découpés en morceaux après l'embuscade. Il a hurlé que ces salauds voulaient juste s'approprier toute la gloire de la victoire, et c'est ce qui s'est passé. Ils furent de célébrer à leur retour au royaume comme des héros, obtenant tout l'argent et la renommée dont ils pouvaient rêver. Après avoir évacué sa colère, Zell se relève et sort son épée pour activer un autre cercle magique quand le grand prêtre se met à lui hurler d'arrêter et dit à Raz d'arrêter le garçon coûte que coûte. Raz, cependant, est une vraie salope. Alors le grand prêtre tire des fléchettes cachées sur Zell, mais il est trop rapide et bloque les fléchettes tout en tranchant le cercle magique en deux, le détruisant complètement. Le grand prêtre regarde avec horreur le monastère entier commencer à s'effondrer, et bientôt, tout le mur frontalier créé par la magie d'Erdnak s'écroule en poussière, ouvrant les portes de la capitale à tous. Cela crée immédiatement une émeute, chaque paysan se précipitant pour entrer dans la ville, où il trouve Raz sortant des décombres, toujours en vie. Raz localise heureusement le grand homme à l'épée magique et lui offre de le payer tout ce qu'il veut pour le protéger.
Mais l'homme refuse l'offre et s'éloigne, laissant la foule en colère s'occuper du prêtre corrompu. Zell sort lentement des tunnels, se souvenant tristement d'Erdnak et jure de tuer les 7 héros. De l'autre côté, Weed traque et empêche les gardes du monastère de s'échapper sur le dernier navire, tandis que Zell lui-même vole un Pokémon de type dragon ou quelque chose du genre, alors qu'il vole aux côtés du navire vers la ville. Pendant ce temps, à l'intérieur de la ville, les riches et l'élite frissonnent à la vue de la frontière qui s'effondre, mais les soldats leur disent de se calmer car les 7 héros sont toujours en ville et les protégeront quoi qu'il arrive. Zell se dirige directement vers les héros, mais il laisse sa rage le contrôler et en paie le prix lorsque les archers du royaume, grands fans de Game of Thrones, abattent le dragon avec une extrême facilité. Zell, avec son petit cerveau en colère, n'avait pas pensé que cela arriverait. Il ne parvient pas à reprendre le contrôle alors que son dragon agité s'écrase au sol, entouré de gens et de gardes. Zell, cependant, n'est pas déconcerté, il sort du cratère à la surprise générale et regarde vers l'entrée seulement pour la voir s'ouvrir, alors que l'un des 7 héros nommé Glenn en sort avec ses gardes. Zell est immédiatement frappé de stress post-traumatique en se souvenant du massacre de ses amis, et sans hésiter, il sort son épée et tente de trancher la tête de Glenn. À sa surprise, cependant, son épée s'arrête juste avant d'atteindre sa gorge, et il réalise qu'un des gardes a lancé une dague magique près de lui, le figeant complètement. À la surprise générale, Zell parvient tout de même à bouger un peu les bras, même après avoir été immobilisé par l'une des magies les plus puissantes du monde. Malheureusement, Zell est largement en infériorité numérique. Les gardes l'enferment rapidement avec leurs menottes en fil, arrêtant complètement ses mouvements tandis qu'il lutte pour respirer. Son épée tombe au sol et bientôt tout le public commence à crier pour son sang, suppliant Glenn de tuer le garçon qui a osé prendre son arme contre l'un des grands héros. Glenn se dirige lentement vers Zell, piégé. Mais juste au moment où Zell pensait que sa quête de vengeance était terminée, avant même d'avoir commencé, Glenn le surprend en se tournant vers le public, affirmant qu'il n'est qu'un petit gamin des confins, hors de la ville, et qu'il a probablement eu une vie difficile dans le quartier, alors il lui pardonne cet acte. La foule se tait mais éclate bientôt en acclamation pour Glenn le miséricordieux, si saint qu'il pardonnerait même à une personne qui a tenté de le tuer. Cela brise complètement Zell car il réalise que Glenn et les autres ont déjà obtenu ce qu'ils voulaient. Après avoir tué ses amis et failli le tuer, ils ont amassé tant de respect et de renommée qu'ils dirigent pratiquement tout le pays. Il reste là sous la pluie, seul et le cœur lourd, commence à s'enfoncer dans la forêt quand soudain, Daenerys Targaryen elle-même descend sur un dragon avant de le ramasser et de s'envoler dans le ciel. Zell se soumet à son destin alors que Dany sort une épée d'apparence étrange et s'apprête à le poignarder quand Weed la percute par l'arrière avec son dirigeable. Malheureusement, le dirigeable était fabriqué par Boeing, il s'est donc écrasé immédiatement, mais cela a suffi à sauver la vie de Zell pendant un certain temps. Dany se relève une fois de plus et sort son épée alors qu'elle se dirige avec colère vers un Zell brisé, mais avant qu'elle ne puisse le tuer, Pippi saute au milieu disant à Dany de laisser l'homme tranquille. Dany lui dit avec colère de s'écarter si elle veut vivre, mais Pippi tient bon. À sa surprise, cette psychopathe absolue balance son épée sur la petite fille, la tuant presque. Pippi tombe au sol et était sur le point d'être embroché quand Weed appelle Dany une princesse. Pour une fois, il n'était pas homophobe, car il s'avère que Dany était en fait une princesse du même clan que lui, déguisée en soldat. Elle hurle à Wyatt de rester en arrière car ce petit blanc-bec aux cheveux blancs a pris la vie de son frère. Wyatt est choqué par cela tandis que Dany essaie immédiatement de poignarder Zell à travers Pippi. Zell cependant se lève comme en transe et sauve Pippi tout en étant poignardé à la jambe. Avant que Dany ne puisse même réagir, Zell lui met son poignard au visage et brise son casque avant de lui poser la lame sur la gorge. Dany est choqué et se pisse dessus en s'effondrant au sol, vaincu, tandis que Zell tombe inconscient. Weed les emmène rapidement tous dans un petit camp de réfugiés près de la ville pour que Zell puisse récupérer. Mais Dany s'en moque, affirmant qu'il a tué son frère, Krat, le chef du clan, ce qui signifie qu'il doit mourir. Mais Weed l'arrête, affirmant que son frère était aussi son chef, et il sait que Krat ne voudrait pas qu'elle se lance dans une vengeance inutile. Zell entend tout cela et se lève avant de lui jeter son épée et de lui dire de le tuer, mais tout ce qu'il reçoit est un coup de poing fracassant de Weed qui lui dit de se ressaisir car il ne peut pas se retirer d'une quête si facilement. Il se tourne ensuite vers la dragonne et lui dit de se calmer aussi, car il pense que Zell peut les aider à retrouver sa sœur aînée qui est allée dans un royaume voisin pour négocier la paix, mais a été kidnappée en chemin. Zell lui dit qu'il est faible et ne peut rien faire, mais après un petit discours d'encouragement, il accepte d'aider Weed à trouver la fille. Quelques jours passent et Zell semble toujours déprimée quand Pippi court vers lui et affirme qu'elle a trouvé des gens de la même race qu'elle, alors elle resterait avec eux et établirait un village. Avant qu'il ne puisse répondre, Zell saisit son épée car il sent une forte présence, mais Pippi le calme, affirmant que c'est juste le centurion qui est un brave homme et l'a aidé. Weed entend le bruit, alors il sort de la tente quand ses yeux s'écarquillent en se souvenant que ce chauve était l'un des types qui ont enlevé la princesse de son clan.
Il jette immédiatement son anneau vers Baldi qui le saisit rapidement, affirmant qu'il est très discret et attentionné et ne ferait jamais rien de tel. Weed cependant n'est pas encore convaincu et commence à se moquer de sa tête chauve et de son attitude je m'en foutiste, ce qui met en colère le centurion qui casse la corde facilement. Weed est choqué, mais avant qu'il ne puisse de faire quoi que ce soit, un petit garçon nommé Zephy, de la même race que Pipi, court vers le chauve, demandant sa protection alors qu'il est poursuivi par 4 hommes. Le centurion les assomme, mais bientôt un grand groupe de bandits arrive, disant au centurion de leur livrer les enfants. Le centurion leur dit de dégager et sort sa dague qui porte le blason du héros, Landgrave. Il leur dit de reculer car ils travaillent sous les ordres du héros, mais un des bandits s'approche et sort sa propre dague, un peu plus grande que celle du chauve. Le centurion se sent mal à l'aise, tandis que le chef des bandits affirme qu'il est en mission secrète sous les ordres du même héros, alors il devrait reculer. Les bandits commencent bientôt à réduire la distance, tandis que le centurion se demande quoi faire. Mais avant que quiconque ne puisse toucher Pipi, Zell les tranche en deux d'un seul coup de son épée. Les bandits sont choqués et décident de l'attaquer tous à la fois, mais Zell se déplace plus vite qu'un serpent, les tailladant tous sans même transpirer. Le chef des bandits commence à devenir nerveux en montrant sa dague, affirmant que le héros se vengerait, mais Zell tranche la dague dans sa main en deux. Le bandit tombe au sol et dit au centurion de l'aider, mais le centurion le poignarde dans l'autre bras, lui demandant de dire la vérité. Avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit, un homme, Fargo, surgit de nulle part, demandant ce qui se passe. Le bandit se précipite vers lui, clamant avoir tout exécuté, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Fargo lui tranche la gorge, le tuant sur le champ. Il prétend que la dague a été volée il y a 1 mois et qu'elle a dû atterrir entre les mains de ces bandits. Il se dirige ensuite vers Zell, le félicitant pour ses talents de combattant, tandis que le centurion le remercie également de les avoir sauvés. Wyatt, lui, n'est toujours pas convaincu et demande à Fargo pourquoi diable ils ont enlevé la princesse Sharon. Fargo le regarde et assure qu'elle va très bien et que c'était indispensable pour éviter une guerre. Il prétend ne pas pouvoir la libérer pour l'instant, mais qu'une rencontre peut être organisée. Plus tard ce soir-là, ils parviennent à vaincre les bandits restants et à libérer les prisonniers, puis ils vont se coucher, tandis que Wyatt et Danny se dirigent vers le manoir de Fargo pour organiser cette rencontre. À leur grande surprise, ils sont rapidement encerclés par les mêmes bandits que Zell avait tués ce jour-là. Wade est horrifié, réalisant que cette magie provient des terres d'ombre, transformant les morts en zombies. Une bagarre générale éclate alors que lui et Danny tentent de se frayer un chemin hors de la horde de zombies, mais peu importe combien ils en découpent, les zombies se régénèrent simplement et attaquent de nouveau. Fargo les observe silencieusement depuis la fenêtre et décide qu'ils sont tous deux aussi morts que possible. Il quitte donc le manoir et se dirige vers le camp pour anéantir Zephy et toute la lignée de leur race. Il entre dans leur tente, ne les trouvant qu'endormis, mais malheureusement pour lui, les parents finissent par se lier à une mission ou par se réveiller. Il tue rapidement la mère avant que le père ne commence à le combattre, mais Fargo le maîtrise et le tue aussi, laissant Zephy endormi sans protection. Juste avant qu'il ne le tue, Pipi lui crie dessus par derrière, ayant tout vu, et lui dit de les laisser tranquilles. Pendant ce temps, Donnie et Wyatt sont complètement piégés par les zombies, prêts à les dévorer, mais Danny se souvient vite qu'elle est la dragonne et appelle son stupide dragon qui les sauve encore une fois. Danny anéantit ensuite les zombies avant de s'envoler en sécurité avec Wyatt. Ils reviennent donc vite au camp où ils trouvent Fargo en train de tabasser la pauvre Pipi. Étonnamment, malgré tout ce vacarme, Zephy dort encore profondément. Fargo rit de sa tentative pathétique de sauver le garçon, avant d'utiliser sa magie noire pour créer un monstre à partir des parents morts de Zephy. Au moment où Zephy se réveille, il est de nouveau assommé au sol. Fargo se tourne alors vers Pipi et s'apprêtait à la tuer, mais elle arrive juste à temps, une fois de plus, bloquant l'attaque avec aisance. Il observe la monstruosité qu'est devenue Fargo, mais il s'y attendait déjà car il était le second du héros maléfique, Landgrave. Zell utilise rapidement sa propre magie, faisant surgir de son corps des tentacules armés d'épées, ce qui l'aide à se débarrasser rapidement du zombie avant de se tourner vers Fargo. Fargo est plus que choqué de voir cela, n'ayant aucune idée de comment un garçon peut être si puissant. Zell, cependant, ne perd pas un instant et tranche bientôt les bras de Fargo aussi. Mais pendant la confusion, tout le camp se réveille enfin et, voyant la scène horrible, suppose immédiatement que Zell est devenu fou et a tué la famille de Zephy avant de blesser Fargo qui tentait de les sauver. Il se rune sur lui avec bâton et pierre, tandis que Zell se demande s'il ne devrait pas simplement les tuer et en finir. Mais heureusement, le dragon arrive à temps et le sauve de toute cette absurdité. Plus tard, ce matin-là, Pipi tente de faire comprendre au chef du camp qu'ils se sont trompés, mais évidemment, il refuse de croire les paroles d'une stupide petite fille. Pendant ce temps, Downey s'excuse auprès de Zell d'avoir tenté de le tuer et affirme vouloir l'aider dans sa quête également. Peu après, ils partent à dos de dragon, droit vers le château de Landgrave pour le coincer et obtenir des informations sur Sharon. Mais Landgrave semble avoir alerté ses gardes qui ont formé une mini-armée autour du château.
Dès qu'ils sont repérés dans le ciel étoilé et sombre, la brigade du dragon se met immédiatement en mouvement, poursuivant Zell et son groupe, tandis que les archers se préparent à le cribler de flèches. Comme si cela ne suffisait pas, les gardes décident d'appeler les gros calibres et bientôt, une énorme machine d'artillerie émerge du château. Weed est choqué de voir cela, mais Zell regarde la machine avec nostalgie, se souvenant du temps où lui et Landgrave étaient jeunes et avaient été chargés de créer cette arme magique de toutes pièces. À cette époque, l'Empire était au bord de la ruine à cause des attaques ennemies et cette arme était leur dernière ligne de défense. Landgrave était l'architecte en chef de l'arme, tandis que Zell, le plus fort épéiste du pays, était censé protéger cet endroit des raids ennemis. De retour au présent, la brigade du dragon commence à les poursuivre directement dans la ligne de tir de l'artillerie, tandis que les archers leur tirent de dessus sans relâche. Wag est confus car Zell ne riposte pas, mais il est difficile pour le petit héros de contre-attaquer, car tous ces soldats étaient autrefois ses camarades de confiance qui ont combattu à ses côtés. Il essaie de trouver une ouverture, ne voulant tuer aucun de ces soldats innocents qui ne font que suivre les ordres, mais il doit agir s'il veut sortir vivant de cette situation. Il sort ses épées magiques et se prépare au combat lorsque le canon d'artillerie se charge enfin et tire un énorme souffle directement sur eux, mais à la surprise générale, Zell se jette droit dans l'explosion d'artillerie avant de la trancher avec son épée. Les gardes pensent avoir tué le petit héros, mais bientôt le dragon de Dany émerge de la fumée et s'envole. La brigade du dragon le suit, seulement pour découvrir que Zell et son groupe sont introuvables. Réalisant cela, tout le château est plongé dans le désarroi, alors que chacun se met à chercher ses rebelles. Mais Zell connaît le château comme sa poche, y ayant passé tant de temps, et trouve ce passage secret en un rien de temps. En courant à travers les passages étroits, ils se retrouvent face à face avec le centurion chauve qui leur barre la route, confus car seuls les plus proches alliés de Landgrave connaissent de ce chemin secret. Zell et les autres saisissent leurs épées, disant au chauve de s'écarter, mais à leur surprise, le petit homme commence à pleurer, affirmant avoir vu quel genre de monstre était Fargo et ayant honte d'admettre qu'il a travaillé pour lui si longtemps. Il affirme que Landgrave et Fargo préparent à quelque chose de très maléfique et qu'il ne peut plus le soutenir. Il prétend aussi être celui qui a capturé la princesse Sharon et l'a amenée au sanctuaire. Wade se met en colère et le saisit par le cou, mais Zell lui dit de se calmer. Le centurion promet de les emmener à l'endroit où il a laissé les filles et les habille tous les trois en costume de demoiselles. Bientôt, il les conduit à travers une série de tunnels pour atteindre une grande porte où un groupe d'hommes masqués lui dit de leur laisser les filles. Cette fois, cependant, le chauve leur dit d'appeler Fargo car il veut lui parler. Effrayés par le grand homme chauve, les hommes masqués sont vite retournés chercher Fargo, qui sort lentement avec un bras blessé. Il réalise que quelque chose semble avoir perturbé le cerveau du centurion, alors qu'il commence à demander ce qu'il faisait avec les filles, et voulait le voir par lui-même. Il se met à pleurer et révèle qu'il a vu Fargo tuer les parents de Zéphi au camp, mais Fargo est malin et commence à le manipuler, exactement comme mon ex. Il affirme que les parents de Zéphi étaient des ennemis du royaume, il a donc été forcé de les tuer. Le chauve semble manquer de cerveau autant que de cheveux car il le croit immédiatement et dit à Zell et aux autres que ce n'était qu'un malentendu. Fargo réalise immédiatement que les intrus sont là et poignarde le centurion 2 fois dans le corps, mais avant qu'il ne puisse achever le chauve, Zell passe à l'action et bloque l'attaque. Fargo recule alors que Zell bondit vers lui, mais il parvient à bloquer l'attaque du petit héros au dernier moment. Réalisant que dans son état affaibli, il serait difficile d'affronter Zell, il décide de lui tendre un piège et propose un marché. Zell cependant n'est pas d'humeur et affirme qu'il le tuera ici même, puis ramènera les demoiselles à leur place. Fargo cependant rit comme un maniaque avant de révéler qu'il a converti presque toutes les filles en zombies vivants. Zell est consumé par la rage et attaque immédiatement Fargo de toutes ses forces, mais le salaud parvient à bloquer l'attaque avant de passer à l'offensive, forçant Zell à reculer alors qu'il tente de se défendre contre les innombrables tentacules. Zell est repoussé une fois de plus tandis que Weed lui dit d'utiliser ses propres épées noires contre ce monstre. Zell répond qu'il ne peut pas utiliser tous ses pouvoirs quand il ne voit pas la lune, ce qui signifie qu'il est ici en grand désavantage. Weed réalise cela et saute immédiatement pour aider, suivi par Dany qui va dans l'autre direction, créant une attaque en tenaille des deux côtés. Fargo voit cela facilement et rit en décidant d'ignorer les deux autres perdants et concentre tous ses tentacules vers Zell. Heureusement, Zell parvient à esquiver les attaques une fois de plus, mais Fargo trouve une ouverture et désarme Zell avant de le poignarder au bras. Fargo était sur le point de finir le travail lorsque le centurion lance la dague spéciale avec le blason de Landgrave vers Zell. Il l'attrape facilement et à l'horreur de Fargo, il sort la dague et saute vers le monstre avant de le poignarder à la tête, mettant fin à son histoire ici et maintenant. Zell se relève une fois de plus et sans un mot de plus, dit à Weed et Dany de le suivre dans la pièce suivante pendant qu'il laisse le centurion pleurer sur le corps de Fargo. Bientôt, ils entrent dans la chambre forte intérieure où se trouve le sanctuaire et aperçoivent Landgrave debout avec les scientifiques masqués tandis que la princesse Sharon est attachée à un autel et d'étranges tentacules lui aspirent la force vitale.
Zell commence à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire trancher quiconque s'approche de lui, tandis que les scientifiques tremblent de peur. Landgrave, cependant, ne semble toujours pas trop inquiet et leur dit de continuer leur travail. Mais bientôt, Weed et Danny entrent aussi dans la chambre et se dirigent immédiatement vers Sharon. Ils tuent les scientifiques restants et libèrent Sharon de l'hôtel où elle gît à peine vivante. Landgrave devient furieux et leur crie qu'il est le héros qui a sauvé le royaume et chacun d'eux des mains maléfiques de l'Empire ennemi et qu'ils devraient lui baiser les pieds pour cela au lieu de se battre contre lui. Mais cela ne fait qu'attrister Zell davantage car il se demande s'il y a eu un temps où Landgrave était un noble guerrier. Landgrave ne reconnaît toujours pas Zell et se demande pourquoi ce gamin le regarde avec tant de pitié, mais avant qu'il ne puisse comprendre qui il était, Zell l'attaque d'un coup rapide. Landgrave, cependant, est bien plus rapide qu'il n'y paraît, esquivant les attaques avec des mouvements agiles et retombant au sol. Zell tente d'attaquer une fois de plus, mais Landgrave bloque son coup avec sa propre épée et le repousse. Il rit de Zell, affirmant qu'il n'est pas assez fort pour l'affronter, tandis que Zell maudit le fait de ne pas voir la lune en ce moment. Cette fois, Landgrave passe à l'offensive et tente d'attaquer Zell, qui esquive le coup avant de bloquer aussi un puissant coup de pied. Landgrave lance immédiatement des dagues, que Zell esquive, mais Landgrave insiste et continue de forcer Zell à reculer avec un barrage d'attaques. Landgrave réalise qu'il doit faire quelque chose de sournois, alors il sort secrètement une autre dague et parvient à trancher Zell dans le dos. Avant qu'il ne puisse célébrer, Landgrave réalise qu'il a lui aussi été tranché dans le processus. Furieux de ce manque de respect, Landgrave jette la prudence au vent et attaque Zell de front, mais cette fois, Zell prend le dessus et le tranche dans le dos. Il sait que Landgrave fonce tête baissée dès qu'il se met en colère, alors il le provoque encore plus, ce qui fonctionne car Landgrave se jette à corps perdu pour porter un coup, seulement pour être tailladé à plusieurs reprises sur tout le corps. Cela se transforme en un bain de sang total alors que Zell et Landgrave s'attaquent encore et encore sans répit, quand soudain Landgrave réalise que ces attaques lui semblent familières. Il recule et demande d'où il a appris ses mouvements. Mais dès que Zell reprend sa posture, Landgrave est forcé de se souvenir qu'il est l'un des héros qu'ils ont tués pour se sauver. Zell profite de cette confusion et utilise le choc de Landgrave contre lui, en portant une attaque spéciale poignardant Landgrave sur tout le corps. Landgrave tombe au sol tandis que Zell se force à finir le travail. Landgrave n'en croit pas ses yeux et demande comment diable Zell a réussi à rester en vie alors qu'il a été découpé en morceaux et jeté d'une falaise, mais Zell refuse de répondre et se prépare au coup fatal. Juste avant qu'il ne puisse porter le coup final, un groupe de guerrières en armure surgit et bloque ses attaques avant de l'encercler de tous côtés. Zell est trop fatigué pour se battre et s'effondre au sol tandis que Landgrave lui demande avec empressement le secret de sa jeunesse après 20 ans. Zell réalise que Landgrave utilisait toutes ces femmes demi-humaines pour inverser son vieillissement, tandis que Landgrave dit aux scientifiques qu'ils ont reçu le spécimen parfait pour leur expérience. Il ordonne aux scientifiques de lui mettre l'insecte maudit, ce qui le rendra essentiellement un esclave. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Zell finit par devenir fou, alors qu'un tas de tentacules noirs émergent de son corps, tuant les scientifiques autour de lui. Landgrave réalise que quelque chose ne va pas du tout et ordonne aux guerriers de le tuer, mais Zell se contente de rire et tabasse la femme comme un rustre américain moyen. Landgrave se met à hurler comme une chienne, disant aux guerrières de tuer le monstre, mais Zell s'en débarrasse rapidement et les renvoie à la cuisine. Landgrave est horrifié par cette scène, mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, un rocher géant tombe du plafond et l'écrase. Zell rit comme un psychopathe complet alors qu'il sème la mort et la destruction autour de lui, effrayant même Weed et Danny. Mais sa colère n'est dirigée que vers Landgrave. L'un des scientifiques, ne sachant pas lire la situation, demande s'il pourrait faire des expériences sur lui, et Zell répond en le tranchant en deux. Landgrave n'arrive pas à croire ce qui lui arrive et rampe sur le sol, tandis que Zell lui dit qu'il est toujours une aussi grande ordure qu'avant, ce qui rendra sa mort bien plus facile. Landgrave supplie pour sa vie, mais Zell lui tranche le bras, affirmant qu'il n'y aura aucune pitié pour lui. Landgrave décide à nouveau de manipuler et de gaslighter Zell en lui rappelant toutes les fois où ils ont combattu et s'entraidaient, mais contrairement à mon ex, Landgrave n'est pas très doué pour ça, ce qui entraîne sa mort alors que Zell le transforme en gruyère en le poignardant sur tout le corps. Wyatt et Danny regardent tous deux avec horreur Zell contempler le corps sans vie de Landgrave, affirmant qu'il en reste encore 6. Mais bientôt ses pouvoirs s'estompent et il tombe au sol, inconscient. Danny le saisit rapidement et réalise que son corps est trop maigre et faible. Elle commence à paniquer, mais sa sœur aînée lui dit de ne pas s'inquiéter car Zell survivra. Selon elle, il a fini par perdre le contrôle de ses pouvoirs et en a libéré une grande quantité d'un coup, mais il devrait se rétablir avec suffisamment de repos. Ce fut un soulagement, mais les problèmes ne semblent pas finir car la grotte commence à s'effondrer et l'eau d'un lac voisin se précipite dans les couloirs. Danny porte immédiatement Zell sur son épaule, court vers la sortie suivi de Weed et Sharon
Et en chemin, ils aperçoivent aussi le Centurion qui ne se remet toujours pas de la mort de Fargo et finit par mourir dans les tunnels qui s'effondrent. D'une manière ou d'une autre, Wyatt et Danny se frayent un chemin à travers le système de grottes complexes et trouvent leur dragon avant de s'envoler à nouveau dans le ciel pour fuir le plus loin possible. Les gardes regardent le dragon s'envoler dans le ciel, ce qui les déroute, et ils commencent rapidement à chercher Landgrave dans le château, ce qui donne à Zell et à son groupe suffisamment de temps pour disparaître dans les montagnes. Quelques jours passent après cela et les soldats sont toujours incapables de trouver Landgrave dans tous les décombres. Une réunion est organisée pour les hauts fonctionnaires, où il est officiellement déclaré que Landgrave est mort et que ses funérailles auront lieu dans la ville même. Toute la ville est en deuil alors que la procession de Landgrave est menée à travers les rues de manière magnifique, tandis que les roturiers jettent des fleurs et pleurent pour lui. Pippi et Althea observent tout cela depuis les coulisses, ignorant les derniers développements, mais quand elles réalisent que Landgrave est mort, elles poussent un soupir de soulagement, espérant que cela signifie que Zell et les autres sont sains et saufs. À leur surprise, Weed, déguisé en moine, les trouve dans la ruelle et les ramène à la cachette, où Zell se rétablit. La cachette s'avère être une grotte au fond de la forêt, sur la montagne, où il trouve Zell, Danny et Sharon au repos. Pippi saute sur Zell, les larmes aux yeux, et lui demande pourquoi il a l'air si petit. Zell lui-même ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais promet qu'il reviendra bientôt à la normale. Le lendemain matin, il les emmène dans un lieu sacré où il a combattu contre toute attente il y a 20 ans avec ses compagnons soldats et héros, mais a été trahi. Soudain, il entend la procession des funérailles de Landgrave arrivant à cet endroit même, ce qui le remplit d'effroi et de colère, car ce lieu est sacré pour lui et va maintenant être profané. Mais il se contrôle et recule tandis que les soldats jurent de se venger des traîtres qui ont tué leur héros. Il regarde son groupe et leur dit qu'ils devraient tous le quitter maintenant car il est un ennemi de tout le royaume qui sera chassé chaque jour de sa vie. Mais malgré tout, il ne s'arrêtera pas et tuera les 6 héros restants. Cette nuit-là, ils dorment tous mal, se demandant quoi faire ensuite, mais Althea, Danny et Pippi décident toutes de rester avec Zell pour le meilleur ou pour le pire, tandis que Weed décide de repartir pour mettre Sharon en sécurité et la protéger. Tout le royaume semble être en état d'alerte maximale depuis que le roi a convoqué une réunion de tous les 6 héros restants et leur a dit de surveiller ce tueur de héros qui a assassiné Landgrave. L'un des héros nommé Barrister devient un peu trop nerveux car il réalise que son territoire est très proche de celui de Landgrave et que le traître entrera probablement dans sa zone ensuite. Il renforce immédiatement la sécurité et ordonne une chasse à l'homme général pour trouver le traître, mais contrairement aux soldats de Landgrave, ces soldats sont des bandits impitoyables qui utilisent cette chasse à l'homme comme excuse pour piller et saccager les villages de la région en prétendant chercher Zell. Pendant qu'il pillait un tel village, Zell décide d'agir et s'avance à découvert. Les soldats sont d'abord confus, ne pensant pas que cet enfant puisse avoir la moindre importance, mais l'un d'eux reconnaît les cheveux blancs et l'œil effrayé. Ils attaquent tous Zell d'un coup, mais ils s'en débarrassent rapidement en un seul coup de lame avant de poursuivre son chemin. Pendant qu'il s'occupait de ses soldats dans les villages, Althea et les filles avaient été envoyées dans une taverne où elles se produisaient pour recueillir le plus d'informations possible sur ce territoire. Pippi n'aime pas vraiment être artiste, mais sa danse avec Danny fait actuellement parler toute la ville et tout le monde veut les voir. Une nuit, alors que des acteurs jouaient une pièce sur Zell et comment il avait traîtreusement tué Landgrave, des soldats sont entrés dans la taverne et les ont repoussés. Ils ont dit aux acteurs de dégager car ils étaient là pour voir les filles danser. Mais avant que le soldat ne puisse blesser l'un d'eux, Danny est immédiatement intervenu, bloquant son coup. Malheureusement pour elle, l'épée du soldat était bien plus solide et a tranché son bâton de bois, la laissant désarmée. Mais avant que le soldat ne puisse attaquer, un homme du public, nommé Fist, l'a attrapé par derrière avant de le projeter au loin. Il a affirmé que ses acteurs faisaient de leur mieux pour raconter une histoire et que tout le monde devrait respecter cela. Mais les soldats pensaient autrement et ont tenté de l'attaquer pour finir avec les bras et les jambes brisées. Bientôt, l'homme quitta la taverne tandis que Zell se tenait dehors au milieu de la foule. Il réalisa que cet homme était l'un des plus forts épéistes du pays et travaillait actuellement pour Glenn. Il décida donc que ce n'était pas le bon moment pour intervenir et se cacha. Quelques jours plus tard, 4 chevaliers sont entrés dans la chambre de Pippi à la recherche du tueur de héros. Pippi fut choqué de voir qu'un des hommes à lunettes possédait un esprit spécial, capable de détecter les demi-humains. L'esprit a reniflé Pippi un instant comme un chien renifleur avant de reculer. Pippi, terrifiée, se demandait comment elle pourrait informer les autres de ce nouveau développement. Soudain, l'esprit capta une nouvelle odeur et se mit à briller intensément. Les 4 chevaliers partirent aussitôt suivant la nouvelle piste. À l'insu de tout cela, Zell marchait dans les couloirs, réfléchissant à son prochain mouvement, et il se retrouva soudainement face à face avec les 4 chevaliers. L'esprit se mit à briller de 1000 feux, indiquant que c'était l'homme qu'il cherchait. La chef des chevaliers, nommée Elzeria, se présenta et ordonna à Zell de se rendre immédiatement. De l'autre côté de l'Empire, Fizz retourna dans la ville sous le contrôle de Glenn, où il le trouva en plein entraînement à l'Académie légendaire des épéistes.
Sans le moindre avertissement, Fist sauta par-dessus tous les gardes et les soldats avec une extrême facilité, tentant d'attaquer Glenn lui-même. Son attaque fut bloquée par le héros tandis que les autres gardes étaient horrifiés de voir un héros attaquer. Fist dit à Glenn que ses gardes étaient trop lents, mais Glenn n'était pas d'humeur à plaisanter et l'emmena dans sa chambre pour une réunion. Il demanda à Fist s'il avait entendu parler du traître tueur de héros qui rôdait dans le pays et lui ordonna de tuer ce traître et de lui apporter sa tête. Fist ne s'y même pas et accepta immédiatement la mission tandis que le reste des gardes supérieurs bouillonnaient de colère, étant plus âgés que lui. Pourtant, le héros l'avait choisi pour une mission si importante. Un des chevaliers seniors nommé Rosen leur dit de ne pas le prendre personnellement car Glenn connaissait Fist depuis longtemps et l'avait même laissé sous la garde de son ancien maître, Glee, qui dirige l'académie. Selon lui, Fist est actuellement l'un des plus forts épéistes du pays et l'une des rares personnes à même rêver d'hériter du titre de l'épéiste le plus puissant, autrefois détenu par Zell. De retour sur le toit, Glenn observait les hommes s'entraîner aux côtés de Glee et lui demanda si elle lui en voulait toujours d'avoir tué Zell. La voix de Glee se chargea d'émotion alors qu'elle affirmait ne jamais pouvoir lui pardonner cela, car Zell était le jeune homme le plus doué et talentueux qu'elle ait jamais entraîné. À 16 ans, il était déjà le plus fort épéiste du monde et ses pouvoirs grandissaient chaque jour. Plus que cela, il était comme un enfant adopté car elle l'avait élevé depuis qu'il était un jeune orphelin. Elle affirme qu'elle a toujours beaucoup de mal à croire que Zell ait pu trahir le pays car il était l'une des personnes les plus douces et justes qu'elle ait jamais connues. Glenn baissa tristement les yeux et révéla finalement que Zell n'avait en fait pas trahi le royaume volontairement et que son cœur était pur. Mais ils étaient si jaloux de ses talents qu'ils finirent par le tuer, lui et les 3 autres héros. Glee fut choquée par cette révélation et les yeux remplis de larmes, elle demanda pourquoi il avait dû traîner son nom dans la boue et les traiter de traîtres s'il n'avait rien fait de mal. Glenn lui dit qu'elle devait se taire et servir fidèlement le royaume. Selon ses vœux, sinon Glenn n'aurait d'autre choix que de la tuer. Glee retint ses larmes et lui dit qu'elle n'avait pas peur de lui, mais en même temps, elle savait que son devoir envers le royaume était plus important que sa haine personnelle, alors elle continuerait à œuvrer pour la paix du pays. De retour sur le territoire de Barrister, les 4 chevaliers poursuivaient Zell sur les toits et l'attaquaient par derrière. Il continuait de se défendre et de bloquer les coups tout en s'enfuyant. Elseria le traita de lâche et lui hurla de leur faire face, mais Zell n'avait pas cette option car il avait gardé tout son équipement et ses armes dans sa cachette souterraine pendant qu'il se cachait en ville. Soudain, Dany sauta sur le toit, brandissant ses 2 épées, et dit aux 4 chevaliers de reculer. Elseria fut surprise d'apprendre que le traître avait des amis, mais cela déclencha la fureur de Dany qui hurla à Elseria d'arrêter de le traiter de traître, car il avait fait ce qu'il fallait en tuant Landgrave. Elle affirma qu'Elseria n'avait aucune idée qu'elle travaillait pour les monstres les plus dérangés de la Terre, tandis que Zell était le véritable héros pour lequel elle était prête à mourir au combat. Sur ce, elle sauta vers Elseria, ses épées à la main, mais ses coéquipiers lui lancèrent immédiatement des chaînes. Heureusement, Zell dévia les chaînes tandis que Dany affrontait Elseria encore et encore, pendant que Zell était constamment attaqué par ses coéquipiers. Bientôt, cela se transforma en un combat à mort totale, Zell luttant pour sa vie avec ses petites dagues tandis que Dany tentait de tenir tête à Elseria. Malheureusement, ils étaient en infériorité numérique et le nerd du groupe d'Elseria utilisa la magie du feu pour la projeter au loin. Dany, cependant, n'était pas faible et se releva une fois de plus pour combattre, tandis que Zell lui criait de reculer car il ne pouvait pas se battre ici. À cause de son style de combat irréfléchi, Zell était incapable de se concentrer sur les ennemis et était constamment distrait par elle. Les adversaires en profitèrent et l'un d'eux lui lança un couteau, la poignardant dans le dos. Dany tomba au sol de douleur, mais heureusement Zell la rattrapa et sauta du bâtiment dans le bateau qui attendait en bas. Althea commença immédiatement à ramer et ils réussirent d'une manière ou d'une autre à échapper aux 4 chevaliers pour atteindre leur cachette. Althea et Pippi commencèrent à soigner Dany, qui devint fiévreuse à cause de ses blessures, tandis que Zell affirmait avec colère qu'il ne pouvait pas se battre avec une combattante aussi immature. Il dit à Althea qu'il devait quitter cet endroit car le nerd possédait un esprit capable de le traquer facilement. Ainsi, tard dans la nuit, il se fraya un chemin à travers les tunnels souterrains et récupéra son équipement avant de sortir, tout en pensant que si tout allait bien, il aurait pu enseigner à de nouveaux épéistes aux côtés de son maître Glee, et leur Dany aurait pu devenir une grande épéiste car elle avait beaucoup de talent brut. Ses pensées furent interrompues par les 4 chevaliers qui l'attendaient à l'extérieur et l'encerclaient de toutes parts. La bataille commença et les 4 chevaliers se mirent immédiatement à l'attaquer de tous les côtés, ne le laissant pas se reposer un seul instant. Mais Zell continuait de les distancer en trouvant des failles dans leur défense, et il réussit à porter un coup à Elseria, bien que seulement sur son armure. L'un des chevaliers se demanda s'il parviendrait à abattre cet homme, mais l'autre le rassura en disant que la bataille était quasiment terminée, car le nerd avait enfin créé une barrière autour de cette zone, ce qui rendrait Zell lent et fatigué avant de l'endormir. Zell commença immédiatement à ressentir les effets, s'effondrant au sol, épuisé, incapable de comprendre ce qui arrivait à son corps, tandis qu'Elseria s'approchait lentement de lui, affirmant qu'il n'avait pas à s'inquiéter car il ne sentirait rien quand elle lui trancherait la tête. Elle leva son épée et l'abattit, mais à sa surprise, Zell avait encore assez de force pour bloquer son attaque avec ses bras. Soudain, la barrière autour d'eux tomba et Zell retrouva immédiatement son énergie et esquiva son attaque avant de reculer.
Il regarda autour de lui et ne vit qu'une Downey blessée s'approchant de lui avec un morceau de talisman déchiré qui avait brisé la barrière. Dany rejoignit immédiatement la bataille où elle fut attaquée par l'un des chevaliers, mais elle bloqua la dague et se tint courageusement aux côtés de Zell. La bataille reprit alors qu'Elzeria attaquait Zell, qui bloquait et esquivait ses coups. Réalisant qu'il n'était pas encore complètement rétabli, il regarda Dany, pensant qu'elle pourrait avoir besoin de son aide, mais à sa surprise, Dany semblait avoir appris de son erreur et se battait beaucoup plus prudemment cette fois. Ils se regroupèrent une fois de plus et tout semblait bien se passer quand soudain, les murs derrière eux explosèrent et Dany fut gravement blessé. Zell fut tout aussi confus que les 4 chevaliers en voyant des flèches enflammées pleuvoir du ciel, tandis que les gens couraient se mettre à l'abri. Elzeria réalisa immédiatement que c'était l'œuvre de Barrister, si paranoïaque qu'il avait décidé de raser cette ville pour trouver son potentiel assassin. Heureusement, cette petite distraction donna à Zell suffisamment de temps pour s'enfuir de la scène avec Dany et se mettre en sécurité. Il déposa Dany au sol pour l'examiner, seulement pour réaliser que son état était plutôt grave. Elle semblait avoir plusieurs os brisés et même son pouls était très faible. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle levait les yeux vers Zell et lui demandait si elle avait bien fait. Zell lui prit immédiatement la main et lui dit de se détendre, qu'elle avait été incroyable et qu'il était très fier d'elle. Cela lui apporta un certain réconfort, mais ses blessures étaient très graves et elle commença bientôt à lutter pour rester en vie. Zell lui hurla de contrôler sa respiration et de se battre pour sa vie, mais lentement son corps devint mou alors que la force vitale commençait à s'échapper de son corps. Zell réalisa qu'elle était quasiment morte quand elle cessa complètement de réagir, alors dans un ultime effort, il sortit son épée et la lécha avec sa langue, faisant couler du sang de sa bouche. Immédiatement après, il embrassa Dany sur les lèvres, transférant une partie de sa force vitale dans sa gorge, mais je pense que c'était juste une excuse pour un peu d'action. Des larmes commencèrent à monter à ses yeux alors qu'il priait Dieu pour que sa technique fonctionne, et à sa surprise, Dany commença à se tordre de douleur sur le sol. Mais cela signifiait qu'elle était vivante. Il lui dit d'accepter son sang et de ne pas le combattre tandis que les explosions de l'artillerie détruisaient complètement plusieurs maisons. Pendant ce temps, l'armée de Barristar réussit à créer une brèche béante dans les murs, plus grande que celle dans mon cœur. Ils se sont déchaînés sur cette ville, les éléphants ont commencé à marcher et les soldats à piller tout ce qu'ils trouvaient. Heureusement, Elzeria est arrivé juste à temps et a ordonné à l'un des capitaines d'arrêter cette folie immédiatement car il n'avait aucun droit d'attaquer cette ville. Le capitaine eut peur car Elzeria était la fille d'un noble riche et puissant, mais l'un des commandants intervint et dit à Elzeria qu'ils avaient tout à fait le droit de détruire toute la ville, puisque les habitants et le seigneur cachaient les assassins prêts à tuer le seigneur Barristar, et une telle offense signifiait une destruction totale. Elzeria tenta de discuter et demanda des preuves, mais tout comme mon père, le commandant hurla qu'il n'avait besoin d'aucune preuve pour ses affirmations extravagantes. Il promit de raser cette ville et d'exécuter son seigneur dès qu'il mettra la main sur lui. Elzeria fut choqué et se demanda pourquoi diable un héros nommerait un commandant civil et barbare. Le commandant de son côté se contenta de rire et dit à Elzeria et à son groupe de se retirer et d'observer de loin sans interférer, sinon son armée les détruirait aussi. Après cela, le commandant ordonna à son armée d'avancer vers le manoir du seigneur, de le démolir brique par brique avant de lui amener le seigneur. Les soldats passèrent immédiatement à l'action et commencèrent à avancer tandis qu'Elzeria criait à son groupe qu'ils avaient besoin d'un plan pour surmonter ce problème. Pendant ce temps, Zell était toujours assis avec Downey, espérant qu'elle reprendrait conscience, et à sa surprise, Dany finit par tousser et ouvrit réellement les yeux, remerciant Zell de lui avoir sauvé la vie. Zell ressentit une vague de soulagement en se levant et lui dit d'attendre que la lune se lève, car cela lui donnerait l'énergie dont elle avait besoin. Une fois reposée, elle devrait venir le trouver car il pourrait avoir besoin de renforts dans ce combat. Pendant ce temps, les soldats commencèrent à détruire la ville avec leurs éléphants et à tout brûler, tandis que les enfants et leurs mères couraient dans toutes les directions, se demandant pourquoi un héros censé être leur sauveur voulait tant les tuer. La ville commença à imploser alors que 2 des groupes de mercenaires à l'intérieur de la ville faillirent de se lancer dans une guerre civile en essayant de trouver un moyen de vaincre cette armée. Pendant ce temps, Elzeria se sentait complètement impuissante en se souvenant que Dany lui avait dit que les héros qu'elle essayait de défendre étaient de véritables monstres. Le commandant et le capitaine observèrent à tous deux la destruction d'en haut, mais le commandant n'était toujours pas satisfait du niveau de destruction causé. Il ordonna donc aux troupes d'aller de porte en porte dans chaque maison et de commencer à punir les habitants pour avoir laissé un rebelle rester dans la ville. Elzeria n'en croyait pas ses yeux alors que les soldats commençaient à tuer des hommes et des femmes innocents partout dans la ville. Elle tenta d'aider une enfant et sa mère mais fut arrêtée par les membres de son groupe qui affirmèrent qu'elle ne pouvait rien faire ici. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle luttait pour se libérer et sauver la vie de cet enfant. Mais à sa surprise, Zell arriva au tout dernier moment, tranchant la tête du soldat d'un seul mouvement rapide. L'autre soldat fut si horrifié qu'il tomba au sol de peur, tandis que Zell proclamait qu'il était le tueur de héros qu'il cherchait. Le soldat hurla pour des renforts, et bientôt un peloton de soldats apparut avec leur chef pour abattre le tueur de héros.
Ils se tinrent tous face à Zell, mais tous étaient à trop effrayés pour l'affronter, ce qui irrita leur chef. Zell se moqua d'eux d'avoir peur de lui alors qu'il s'amusait tant à tuer des innocents qui ne pouvaient pas se défendre. Finalement, quelques soldats rassemblèrent leur courage et l'attaquèrent, mais Zell n'eut aucun mal à les trancher avant de passer au groupe suivant de soldats qu'il découpait comme un gâteau. Certains soldats tentèrent d'utiliser leur lance à leur avantage, mais Zell fut trop rapide et réduisit la distance avant de les tailler en pièces également. Le chef de peloton hurla à ses archers de le clouer sur place, mais Zell réussit à esquiver leurs flèches et les élimina avant de s'en prendre au chef de peloton lui-même. Il tua le chef de peloton sans aucun problème et cria aux civils de courir se mettre à l'abri. Pendant ce temps, Althea réussit à arrêter la guerre civile entre les deux groupes de mercenaires car elle connaissait les deux chefs et les avait aidés à s'introduire clandestinement dans la ville intérieure. Elle parvint à les unir et avec les civils armés, ils décidèrent donc de riposter contre l'armée du héros. De retour sur le front, le capitaine était confiant quant à leurs chances de victoire car Zell n'était qu'un homme face à une armée massive et il n'y avait aucun moyen qu'il puisse s'en sortir vivant de cette bataille. Malheureusement, il apprit bientôt que les civils montaient une contre-attaque et sa confiance commença lentement à disparaître. Menés par Althea, les deux groupes de mercenaires commencèrent à percer les rangs ennemis, tandis que les civils utilisaient des boucliers pour se protéger des flèches. Elseria et son groupe remarquèrent que Zell, à lui seul, avait complètement inversé le cours de la bataille et qu'il était très près de briser le moral des forces ennemies, mais ils réalisèrent aussi qu'ils commençaient à se fatiguer. Elseri prit une décision difficile et décida de s'allier à Zell, ordonnant à son groupe de défendre les civils innocents contre les forces ennemies. Cependant, avant qu'ils ne puissent partir, une vague de terreur s'abattit sur les forces ennemies qui hurlaient qu'une fille extrêmement forte les tuait par derrière. Cette fille s'avéra être Dany elle-même qui avait maintenant des cheveux blancs et de petits fragments de plumes sur le corps pour une raison inconnue. Elle se débarrassa rapidement des ennemis devant elle et retrouva Zell qui fut heureux de la voir de nouveau sur pied et en pleine forme. Il lui demanda si elle voulait se battre avec lui et elle accepta avec enthousiasme cette opportunité. Bientôt le combat reprit mais les ennemis ne faisaient pas le poids face à la puissance combinée de Zell et Dany qui vainquirent tout le peloton en un temps record. Cela brisa la confiance de l'ennemi, les soldats commencèrent à fuir mais leur échappatoire fut coupé par Elseria et son groupe qui commencèrent à éliminer les soldats un par un. Zell et Dany continuaient d'anéantir quiconque se mettait en travers de leur chemin. Et bientôt même, le commandant décida de s'enfuir, mais dit au capitaine de tenir la ligne et promit d'amener des renforts. Cependant, les soldats perdirent complètement tout espoir après avoir vu leur commandant fuir et ils commencèrent tous à s'enfuir du combat poursuivis par les habitants. Quant à l'escadron de cavaliers dragons, il fit pleuvoir l'enfer tandis qu'une unité d'éléphants entrait également dans la ville. Le capitaine pensa que la bataille allait être terminée, mais Barrister semblait être devenu fou car il détruisait sa propre unité d'éléphants sans aucune raison. Le capitaine réalisa que son héros était dérangé et commença à courir pour sa vie dans les ruelles, où il fut arrêté par Elseria et son équipe. Ils lui demandèrent de révéler toutes les informations qu'il avait sur Barristar, mais le capitaine décida de fuir pour être finalement enchaîné par le groupe d'Elseria. De retour sur le champ de bataille, le chef mercenaire commença lentement à perdre espoir en voyant l'escadron de dragons voler au-dessus et un morceau de débris l'aurait écrasé. Si ce n'était pas pour Zell qui la brisait avec son épée et dit au chef mercenaire de se relever et de se battre à nouveau, Zell décida que l'escadron de dragons devait être éliminé dès que possible, alors il dit à Dany de le suivre alors qu'il sautait d'une poutre à l'autre avant de se lancer dans le ciel éclairé par la lune. Soudain, une multitude d'épées magiques apparurent de son corps, alors qu'il s'occupait rapidement de plusieurs cavaliers dragons à la fois. Tout le monde fut choqué par ce spectacle, et les cavaliers dragons furent remplis de peur, ne sachant même pas quel genre de monstre ils affrontaient. Dany se lança également dans l'action, s'emparant d'un des dragons et commençant à tuer quiconque oserait se mettre en travers de son chemin. Certains mages tentèrent de l'éviter, mais l'épée de Zell réussit à bloquer et à renvoyer la magie à son utilisateur, le tuant immédiatement. Zell sauta sur l'une des tours de l'horloge tandis que les habitants le regardaient avec admiration, réalisant que Zell était le véritable héros qui les protégeait de ces monstres. Le commandant ordonna à l'escadron de dragons de concentrer toutes leurs attaques sur le tueur de héros, mais avant qu'ils ne puissent lancer une attaque, les mercenaires commencèrent à les abattre du ciel à l'aide de leurs arbalètes géantes qu'ils avaient volées directement à Game of Thrones. Les arbalètes furent très efficaces, abattant la plupart des dragons et leur donnant un grand avantage, tandis que le chef mercenaire proclamait Zell comme leur héros. Au début, les habitants furent choqués, mais ils se joignirent tout bientôt à leur voix, scandant le nom de Zell comme leur héros alors que la bataille faisait rage. Zell, lui, s'en moque pas mal, se concentrant sur la bataille. Il s'occupe du reste de l'escadron de dragons avant de sauter sur celui que montait Dany. Le commandant, réalisant une fois de plus qu'il ne fait pas le poids face à Zell, décide de fuir après avoir ordonné à ses hommes de continuer le combat pendant qu'il irait chercher du renfort. Cela, bien sûr, ne plut guère aux soldats qui perdirent aussitôt toute volonté de se battre, tandis que Zell les décimait un par un. Le commandant comprend qu'il n'y a qu'une seule façon de gagner ce combat, prendre le contrôle de l'un des navires de guerre créés par Glenn, caché quelque part dans cette ville,
Il songe à toutes les richesses que Barristar lui offrira s'il parvient à remporter cette bataille pour lui. Mais avant qu'il n'atteigne l'endroit où le navire était dissimulé, celui-ci commence à flotter dans les airs, le capitaine y étant suspendu par une corde. Le commandant comprend que le capitaine a dû être capturé et qu'il a déjà tout révélé à El Surya et à son équipage. Barrister, lui, n'a aucune idée de ce qui se passe et pense que l'un de ses hommes a déjà capturé le vaisseau amiral de Glenn et le lui apporte à présent. Cela lui offre de nombreuses options car il peut désormais réduire la ville entière en poussière et en cendres sans craindre d'endommager le navire. Il se souvient que sa demande de construire son propre cuirassé avait été rejetée sans aucune explication, alors que Glenn en avait bâti un pour lui sans problème. Cela affecta profondément Barristar qui se mit à haïr Glenn pour s'être toujours comporté comme s'ils n'étaient pas égaux, alors qu'en réalité tous deux étaient des héros. Il se souvient de cette fois dans la forêt où les 7 héros étaient rassemblés autour d'un feu de camp, se demandant comment les 4 héros pourraient bien sortir vivants de cette bataille. Glenn affirme que Zell est un homme qui a déjà affronté de nombreuses situations impossibles, mais qui a toujours réussi à en sortir victorieux, le sourire aux lèvres. Soudain, il se demande ce qu'ils feront s'il parvient réellement à gagner cette bataille impossible, elle aussi. Landgraat assure que Zell est un bon ami et qu'il ne dira probablement pas au roi que les héros restants se cachaient dans la forêt. Mais Glenn n'en est pas si sûr et affirme qu'ils doivent être prêts, juste au cas où Zell parviendrait à se sortir de cette bataille également. Pendant qu'il traversait cette crise, Zell abattait ses hommes à gauche et à droite, fonçant droit vers son château flottant. Les cavaliers mages tentent de l'arrêter avec leur magie, mais Dany parvient à les esquiver tous avant que Zell ne les transperce avec ses épées magiques. Barrister remarque enfin Zell fonçant droit sur lui et décide de le faire tomber du ciel avec son méga canon. Mais heureusement pour Zell, la visée de Barrister est aussi précise que la mienne quand j'essaie de viser le pot en étant ivre. Alceria réalise que Barrister a complètement perdu la tête et demande aux membres de son groupe d'armer le cuirassé car ils vont tenter de détruire le château de Barrister depuis le ciel. Elle s'excuse auprès de son équipage de les avoir entraînés dans cette situation, car en suivant ses ordres, ils vont attaquer un héros du pays, ce qui est un crime très grave, mais son équipage affirme qu'ils s'en sortiront d'une manière ou d'une autre et que c'est elle qui devra faire face aux conséquences les plus lourdes, étant une noble bien connue. Elle sourit, affirmant que cette tactique impitoyable nuira certainement un peu à la position de son père, mais son père l'a élevée pour qu'elle lutte contre l'injustice, et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle leur ordonne d'armer le canon immédiatement, et une fois que tout est prêt, elle donne l'ordre de tirer. Immédiatement, une épée géante émerge du cuirassé et lance une attaque foudroyante d'une puissance extrême, détruisant tout sur son passage, tout en endommageant gravement le château flottant. Barrister est choqué de voir le cuirassé lui tirer dessus, car il pensait en avoir le commandement. Cela le brise complètement, il se met à pleurer et ordonne une contre-attaque. L'artillerie du château riposte par un éclair, mais heureusement le cuirassé est bien plus rapide et parvient à esquiver l'attaque de quelques centimètres. Pendant ce temps, Dany a du mal à sortir de la ligne de tir et craint d'être prise dans la prochaine attaque. Mais elle lui dit de rester près des murs et de monter directement vers les tours. Dany suit ses ordres et ils parviennent à atteindre en toute sécurité la tour supérieure où Barrister se cache. Le vilain héros est choqué de voir Zell juste devant sa fenêtre, tandis qu'il dit à Dany de s'éloigner pour l'instant et de revenir le chercher plus tard. Sans perdre une seconde, Zell saute du dragon et utilise ses épées pour briser la fenêtre et pénétrer dans la forteresse. Barrister, cependant, parvient à s'échapper de cette zone et se met à courir dans les escaliers, cherchant un endroit où se cacher tout en se souvenant que Zell était toujours là pour l'aider, mais qu'il l'avait quand même tué de sang-froid. Pendant ce temps, Alceria ignore que Zell est toujours dans la forteresse flottante alors qu'elle ordonne une nouvelle attaque sur le château, le secouant de toutes parts. Zell jette un coup d'œil par la fenêtre et remarque que tous les occupants du château évacuent par des capsules de sauvetage. Il se lance à leur poursuite, déterminé à ne pas laisser Barrister s'échapper. Pendant ce temps, les soldats commencent à se battre pour entrer dans la dernière capsule de sauvetage quand Barrister arrive sur les lieux, leur demandant de s'écarter et de le laisser entrer. Sans même remarquer qui c'est, le soldat le repousse au sol, même après avoir réalisé que c'est le héros lui-même. Il s'en moque éperdument et s'échappe, le laissant seul tandis qu'Elzeria tire un autre puissant rayon sur le château. Le rayon détruit la majeure partie de la forteresse et alors que la poussière retombe, Barrister trouve Zell debout devant lui. Soudain, sa vie défile devant ses yeux. Il se souvient que sa famille était composée d'hommes d'affaires, mais qu'il n'avait aucun talent pour les affaires. Il était cependant assez fort, alors son père lui avait dit de devenir soldat à la place. Il se rappelle comment, alors qu'il pensait sa vie perdue en combattant un orc, Zell lui avait sauvé la vie sans la moindre hésitation. Barrister se met à pleurer en réalisant que Zell est le même héros qu'il a trahi 20 ans auparavant. Zell lui-même est choqué que Barrister l'ait reconnu, mais à ce moment-là, Barrister commence à halluciner, pleurant des paroles incohérentes, et Zell comprend que Barrister est devenu complètement fou. Il décide d'abréger ses souffrances et le transperce d'un seul coup, tuant ainsi un autre grand héros de l'Empire.
Zell reste là, contemplant ce qu'il doit faire ensuite, quand soudain un immense navire s'arrête juste devant le château détruit. L'un des généraux de l'Empire, qui connaissait Zell auparavant, en sort et lui dit d'arrêter cette folie. Mais il aperçoit soudain le corps sans vie de Barrister gisant au sol dans une mare de sang. Il est choqué que Zell ait réussi à tuer non pas un, mais 2 héros tout seul. Zell a l'air triste et affirme qu'il lui en reste encore 5 à éliminer. C'est alors que Fist sort également du navire et s'approche de Zell avec désinvolture, déclarant qu'il ne se soucie guère de Barrister et que c'est même une bonne chose pour lui, car maintenant la prime sur la tête de Zell est encore plus élevée. Zell le reconnaît immédiatement, c'est l'homme de la ville qui s'était occupé de ces hommes bruyants qui harcelaient Pippi. FaZe se présente comme un humble chevalier sous le commandement du héros Glenn et le défie en duel. Fangs dégaine immédiatement son épée et prend une posture très familière à Zell, le surprenant. Avant qu'il ne puisse réagir, Fist tente de l'abattre de toutes ses forces, mais Zell a encore assez d'endurance pour suivre sa vitesse, bloquant et déviant toutes les attaques avant de décider de passer à l'offensive. Les épées s'entrechoquent sans cesse et Fist réalise vite qu'il a peut-être sous-estimé le tueur de héros, car Zell prend l'avantage, forçant Fist à se donner à fond. Leur bataille fait rage, Fist gagnant du respect pour son adversaire, tandis que Zell comprend que Fist a dû être entraîné par le même maître que lui, et c'est pourquoi il peut le suivre. Fist décide de monter d'un cran et s'élance avec un coup de taille descendant, mais Zell parvient encore à dévier ses attaques et le repousse. Faye semble s'amuser, complimentant la force et l'endurance de Zell, avant de lui demander de révéler ses vrais pouvoirs et de sortir ses épées magiques de son cul. Avant que Zell ne puisse répondre, Dani arrive et tente de l'aider, mais elle est contrainte de garder ses distances, car le château pourrait s'effondrer à tout moment. Fist continue de narguer Zell, affirmant qu'il connaît sa technique de l'aile noire, qui lui confère un tas d'épées magiques, et qu'il veut le combattre à pleine puissance. Phase poursuit en disant qu'actuellement, il n'est qu'un esclave qui a obtenu une position élevée sous le héros, mais qu'il n'en reste pas moins un esclave. Une fois qu'il aura apporté la tête de l'infâme tueur de héros devant le roi, il sera si généreusement récompensé qu'il pourra gagner sa liberté, après quoi il deviendra probablement aussi son instructeur d'épée. Sur ce, il décide d'accélérer encore une fois pour forcer Zell à utiliser sa technique de l'aile noire. Mais Zell garde une attitude calme, bloquant défensivement chaque attaque avec une telle précision que Fist réalise que cet homme a peut-être même surpassé Maître Glee en termes de compétences brutes à l'épée. Le général observe la scène avec horreur, voyant la tragédie se dérouler sous ses yeux. La personne connue comme la plus forte épée du royaume se bat contre un jeune talon qui est en passe d'hériter de ce même titre. Mais au lieu d'apprendre l'un de l'autre, ils tentent de se détruire mutuellement. Fizz hurle à Zell de révéler où il a appris l'escrime, mais Zell garde le silence, forçant Face à attaquer de nouveau. Zell recule cette fois, réalisant que ce jeune corps dans lequel il s'est transformé ne peut vraiment pas en supporter davantage. Fizz réalise que quelque chose retient Zell et affirme que s'il ne peut pas se battre à pleine puissance, alors Fizz n'a d'autre choix que de l'éliminer ici et maintenant. Avec cette proclamation, Fizz concentre toute son attention sur la pointe de son épée avant de se lancer dans une rafale d'attaques trop rapide pour que l'œil normal puisse les percevoir. Zell cependant parvient à peine à suivre ses mouvements et dévie l'attaque tout en étant repoussé à chaque coup. Malheureusement, il ne peut pas tenir indéfiniment et Fizz trouve une ouverture qu'il exploite et porte un coup si rapide que Zell ne parvient pas à réagir à temps. Son armure commence à se briser alors qu'il tombe à genoux. Fist ne semble pas très satisfait, cependant, il se retourne et affirme que ce qu'il a tenté n'était qu'une très grossière imitation de la technique de l'aile noire, que Zell aurait dû voir venir de loin, puisqu'il est censé maîtriser cette technique. Zell se remet debout, son épée pointée vers son ennemi, tandis que Fies commence à s'ennuyer un peu et affirme qu'avec sa prochaine attaque, il mettra fin au combat. Zell sourit à Fies, pensant à la façon dont Maître Glee a trouvé un autre jeune homme avec beaucoup de talent brut, mais il décide que c'est le moment de mettre fin à cette bataille pour l'instant. Les nuages s'écartent et la lumière du vent tombe sur le dos de Zell, le remplissant d'énergie. Le général le réalise et tente d'en avertir Fies, mais celui-ci a déjà lancé son attaque et se précipite vers Zell de toutes ses forces. Cette fois, cependant, Zell parvient à esquiver l'attaque avec une extrême facilité avant de porter son propre coup de l'aile noire si rapide et puissant que Fizz n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Son épée se brise en 1000 morceaux et de multiples blessures s'ouvrent sur son corps alors qu'il tombe au sol. Le général se précipite aussitôt pour vérifier l'état de Fist, reconnaissant qu'il n'est pas mortellement blessé. Zell dit à Fist qu'il avait raison et qu'avec son corps actuel, la technique de l'aile noire était le seul moyen de vaincre Fies. Il affirme en outre qu'il a senti une hésitation dans la lame de Fies et lui dit qu'une fois qu'il aura surmonté cela, il pourra lui aussi maîtriser la technique de l'aile noire. Bientôt, le château commence à s'effondrer, mais heureusement, Dani est juste à l'extérieur avec son dragon et elle emporte Zell de la scène de bataille avant de partir. Le général dit à Fist de se ressaisir, mais Fist semble avoir craqué mentalement car il réalise que l'aile noire est un coup mortel en un seul coup et pourtant il est toujours en vie. Ce qui signifie que Zell lui a en fait montré de la pitié et l'a laissé vivre.
De retour en ville, un autre petit noble des environs décide de profiter de la lutte de pouvoir et se précipite à l'intérieur de la cité avec ses gardes, là où le chef mercenaire a érigé un drapeau orné de 4 épées en l'honneur de Zell, leur héros. Le noble leur hurle d'abaisser le drapeau et de se rendre car ce drapeau indique qu'ils sont avec un tueur de héros traîtres. Les civils refusent tout ouvertement ces exigences, affirmant que ce drapeau est celui du véritable héros qui les a protégés. Mais le noble décide de prendre les choses en main et envoie son fils, une montagne d'hommes, avec son marteau pour abattre le drapeau et quiconque se mettrait en travers de son chemin. L'homme s'approche du drapeau et allait frapper l'un des civils, mais Zell arrive au bon moment, fendant son marteau en deux et détruisant également son armure au passage. Le peloton entier de soldats commence à trembler de peur à la vue de l'homme qui a combattu une armée à lui seul. Le noble tente de les pousser au combat, mais son propre fils décide de déposer les armes, forçant le reste d'entre eux à s'enfuir également. La ville entière célèbre le retour de son héros, mais Zell n'esquisse même pas un sourire. Il s'approche du mât et le coupe, faisant tomber le drapeau. Il sait que si les soldats voient ce drapeau, ils harcèleront encore plus les citoyens de cette région, et sur ce, il s'assied derrière Dany une fois de plus et s'éloigne dans le clair de lune vers sa prochaine aventure.